Bonjour à tous, on connaît depuis hier soir l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se joue depuis 3 semaines maintenant en Côte d'Ivoire. Le pays hôte miraculé va jouer les Super Eagles solides derrière depuis le début de ce tournoi. Ali Moumouni et Marcel Serhomi, deux chroniqueurs et analystes sportifs, passeront par ici pour nous dire deux mots au sujet de ces deux finales qui se sont déroulées hier dans la soirée et ce verdict qui a sanctionné donc les deux matchs et puis donner quelques projections sur l'affiche de la finale qui s'annonce pour dimanche prochain. Et si nous avions un bout de temps lors de nos débats, nous en parlerons aussi avec les acteurs débatteurs sur l'actu matin. En politique, la presse annonce ce matin la sortie médiatique de Patrice Talon dans la journée. L'information circulait depuis mardi matin, c'est officiel désormais. Ce sera dans un autre style pour des sujets qui touchent directement à la politique au Bénin, mais aussi dans la sous-région, a-t-on attendu dire. Pour des confidences, nous ferons donc les supputations tout à l'heure. Bienvenue sur l'Actu Matin. Et la révision de la Constitution inquiète toujours au cœur de l'actualité au Bénin, même si son intensité a baissé quelque peu. C'est probablement aussi le sujet que Patrice Talon va aborder certainement lors de sa sortie médiatique. Mais en tout cas, on est sûr d'une chose, il y a Fraternité en parle ce matin en manchette. Lazare Sekoueton au sujet de la révision de la Constitution. Le vrai pays se préoccupe d'autres problèmes, a lancé l'ancien ministre de Mathieu Kérékou, mais aussi et surtout de Patrice Talon. Ce jour au palais d'Amarina, un grand oral de Patrice Talon pour éclairer l'opinion publique, avis de recrutement d'un consultant par la dette. Et puis, pour ceux qui sont fouteux, CAN 2023, Nigeria, Côte d'Ivoire, une finale 100% ouest-africaine. Et enfin, avis d'appel d'offres international de Assise pour la construction de 7 lycées, vous, hommes d'affaires, intervenant dans le monde des BTP, cela pourrait bien vous intéresser. Passons à Matin Libre, politique nationale, la démocratie béninoise à la croisée des chemins à constater. Le journal Révision de la Constitution, Talon Yahi, le dernier round avant 2026, le matinal, défaut de plaque d'immatriculation et de casque, aux pages 2 et 4, le journal nous informe et alerte, la répression démarre en mars prochain, le motocycliste sensibilisé par le CNSR et la DGPR. CAN 2023, la Côte d'Ivoire retrouve le Nigeria en finale. L'autre quotidien, CAN Côte d'Ivoire 2023, phase finale. Un derby ouest-africain dimanche prochain. Nous sommes maintenant avec le Chasseur Info, examen scolaire de 2024, le BEPC réorganisé, l'effet de la réforme 2021-2022, plus de candidats de série ML ou de série MC. Tous les candidats composent dorénavant en PCT le mardi soir. Les compositions des épreuves d'allemand et d'espagnol imposées à tous. Passons à Nassiara, le quotidien, disparition du professeur émérite Paulin Routondi, hommage mérité de Boniaï à l'icône du monde universitaire. Info matin, Talon face à la presse locale et internationale, une rencontre pour remettre les pendules à l'heure. Le Figaro national, marché des obligations internationales, l'économie béninoise dans la cour des grands. La nouvelle génération, Assemblée nationale du Bénin, révision de la Constitution, une entreprise vouée à l'échec. C'est une interrogation du journal. Les 4 vérités maintenant, Bénin, le président Patrice Talon face à la presse. Sauf changement, le chef de l'État abordera l'actualité nationale et régionale. Apprend-on avec les 4 vérités. La police annonce une lutte implacable contre les infractions de la route dès mars 2024. C'est dans le domaine de la sécurité routière au Bénin. Les 4 vérités nous informent. L'affiche du jour au Conseil des ministres, le gouvernement veut assainir le secteur de la restauration au Bénin. Et puis nous sommes de retour
À la une de Fraternité pour la deuxième lecture, Lazare Sekwito au sujet de la révision de la Constitution. Le vrai pays se préoccupe d'autres problèmes. Ce jour au Palais de la Marina, un grand oral est attendu de la part de Patrice Talon pour éclairer l'opinion publique. Avis de recrutement d'un consultant pour la dette et puis avis d'appel d'offres internationales de assises pour la construction de 7 lycées au Bénin. On va finir avec ce dernier titre de Fraternité. En sa une ce matin, un titre plutôt fouteux concernant justement la CAN Côte d'Ivoire 2023. Eh bien, le Nigeria Côte d'Ivoire s'annonce. C'est une finale 100% ouest-africaine attendue pour dimanche prochain. Informe Fraternité. Ainsi donc, la une des journaux ce matin avec les informations, je dois dire pêle-mêle, politique, sport, mais aussi affaires. On va commencer déjà par la page 2 de Fraternité qui nous raconte des décisions du dernier conclave des ministres autour de Patrice Talon. C'était hier. Le Conseil des ministres a fait encore des nominations prononcées notamment au ministère du Travail et de la Fonction publique. Alors, qui sont ces chanceux? C'est vénard, dirait-on. À cette Fraternité, allez à la page 2. L'autre sujet qui pourrait vous intéresser, c'est cette actualité qui ne quitte pas, en tout cas, le devant. Et la priorité, donc, des journaux, c'est la position de Lazare Sekwito concernant la révision de la Constitution, par exemple. Le vrai pays se préoccupe d'autres problèmes, a dit donc l'ancien ministre de Patrice Talon, mais aussi et surtout membre très influent du parti UPR, qui dit ceci notamment à la page 3 de Fraternité. Eh bien, le temps passe, mais les hommes se ressemblent, ils ne gagnent pas toujours en sagesse, hélas. Comme en 2004, t'en souviens-tu, j'étais au gouvernement à l'une de nos grandes réunions au Palais des Sports à Kourounou. Les camarades m'avaient interpellé sur le projet de révision de la Constitution. J'avais répondu à peu près ceci, c'est pour résoudre quel problème, quelle est la pertinence des problèmes, en quoi la non-résolution des 10 problèmes compromet le bon fonctionnement du système politique ou du développement du Bénin. Je me pose les mêmes questions aujourd'hui. Quelques réserves donc de Lazare Sekwito au sujet du projet de révision de la Constitution, faut-il le dire, c'est sur un forum politique qu'il s'est lâché, rapporte et précise Fraternité dans sa production de ce jeudi matin. Cela pourra vous intéresser aussi. L'actualité de la journée, Talon qui a attendu face aux médias. Il va donner sa part de vérité sur l'actualité sociopolitique et économique, tant au plan national qu'international, a-t-on appris. En tout cas, Fraternité vous informe. Vous allez découvrir un peu les sujets qui peuvent faire objet, ma foi, de la sortie de Patrice Talon. On parle par exemple de son hyperactivité dans la crise nigérienne. Mais depuis le coup d'état constitutionnel de Macky Sall, il n'a pas encore dit un mot. On verra bien ce qu'il pense. Lui qui a promis, en tout cas selon ses proches, ne pas faire un troisième mandat. On verra ce qu'il pense de ce que son homologue sénégalais a fait de sa constitution là-bas et qui provoque beaucoup de bruit dans les rues de Dakar. Voici cette fois-ci ce mot de condoléances de Nicéphore Dieudonné Soglo à l'endroit donc du professeur émérite Paulin Routondi décédé récemment. Des mots assez intéressants pour rendre hommage à cet illustre enseignant de l'université, le philosophe africain, à cette Fraternité et découvrez ces mots donc de l'ancien chef d'État. Découvrez aussi l'actualité, ma foi, à l'échelle continentale. Et puisque je vous parlais du Sénégal tout à l'heure, eh bien, 13 candidats d'opposition s'allient pour protester contre le report de la présidentielle. Détail avec le quotidien, notamment en sa page 5. L'actualité sportif sur le continent, c'est la CAN, avec justement les demi-finales qui se sont jouées hier. On connaît désormais l'affiche de la finale. La Côte d'Ivoire va rencontrer le Nigeria, mais comment cela s'est décidé? Retour sur les instants les plus importants des deux demi-finales hier, entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, d'une part, et de l'autre, entre la Côte d'Ivoire et la RDC, dans les colonnes de Fraternité, notamment aux pages 6 et 7. Détails à suivre, mais aussi à découvrir aussi
Tout à l'heure, quand on sera donc à l'étape des sports avec Ali Moumouni, cette fois-ci, on va faire du décryptage des deux demi-finales. Les deux rencontres vont intéresser Ali Moumouni et son invité Serhomi, deux chroniqueurs sportifs qui analysent l'actualité footballistique. Ce sera donc dans un instant. On n'en est pas encore là. On va passer d'abord au bulletin d'information ce matin avec à la présentation Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Les usagers de la route sont invités à se conformer au respect du code de la route aussi bien en agglomération qu'en rase campagne. C'est mardi dernier à la faveur d'une séance de sensibilisation qui a réuni les acteurs impliqués dans la gestion des questions de sécurité routière que le mot d'ordre a été lancé. Il s'agit entre autres du directeur du centre national de sécurité routière, des directeurs départementaux de la police républicaine, les responsables des conducteurs de taxi moto et les présidents des différents clubs de motards. Détails à suivre dans un instant. Et puis une délégation du gouvernement était au domicile du professeur Paulin Tondi, rappelé à Dieu le vendredi 2 février dernier, composé de 3 ministres en charge des enseignements maternels, primaires, secondaires et universitaire. Et bien, la délégation est allée exprimer sa compassion à la famille du défunt. Image, comme vous le voyez déjà, à suivre davantage dans le bulletin. Voici donc le bulletin. La police républicaine et le Centre national de sécurité routière sont décidés à réprimer avec la dernière rigueur, et ça, vous êtes informés, toutes les formes d'infraction du code routier. Ingrid Day. En effet, Tanguy, lors d'une rencontre d'échange tenue ce mardi 6 février 2024 avec les motards et les émigrants, les autorités ont une fois encore placé les usagers devant leurs responsabilités. C'est un échange qui annonce le démarrage sous peu d'une vaste opération coercitive. Voici le compte rendu. Face aux motards et aux conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, le ton est ferme. Le directeur général de la police républicaine annonce le démarrage d'une vaste opération pour décourager tous les usagers qui ne respectent pas les prescriptions routières. De l'excès de vitesse au casque passager, en passant par le respect des couloirs de circulation et les feux de signalisation, la police républicaine n'entend plus tolérer les infractions au code routier. Et la présente rencontre sonne comme un ultimatum avant le déclenchement de cette vaste opération sur l'ensemble du territoire national. Les prescriptions du code de la route, ceux qui n'ont pas les plaques d'immatriculation, allez mettre votre plaque d'immatriculation. On vous donnera le délai. Si vous ne mettez pas les plaques d'immatriculation, les engins seront retirés de la circulation. Deuxième chose, vous devez porter vos casques et faire porter vos casques à vos clients. Ce que je dis, c'est valable, c'est pas valable pour les émigrants seuls, c'est valable pour tout le monde, y compris même les policiers. Si vous prenez quelqu'un, vous remorquez quelqu'un, vous lui mettez, il porte son casque. C'est obligatoire. Et vous devez rouler sur la piste cyclable. À part les motards, à cause de votre cylindrée. Mais quand vous approchez les agglos, il faut quand même faire attention. Ceux qui refusent de rouler sur la piste cyclable, les policiers ont déjà la consigne. Contre vents et marées, ils retirent l'engin de la circulation. Quel que soit ce que ça va produire. À ses côtés pour la circonstance, le directeur général du Centre national de sécurité routière confirme que les sanctions seront appliquées désormais sans état d'âme. Chaque motocycliste est donc tenu au respect des prescriptions de la route pour ne pas subir la rigueur de la loi. Que vous prenez sur vous la responsabilité de remorquer quelqu'un qui n'a pas porté de casque, si la police vous prend, c'est 10 000 francs d'amende forfaitaire. Je suis revenu sur ça pour qu'on ne sorte pas d'ici pour dire le gouvernement est en train de créer des tasses. Ce n'est pas des tasses. C'est des mesures pour pouvoir vous amener à respecter les prescriptions routières. Le message est passé comme une lettre à la poste. Les motards et émigrants en ont profité pour exprimer certaines préoccupations liées à l'excès de zèle qui se remarque chez certains agents de la police républicaine. Le général Soumaïla Yaya les rassure devant tous les commissaires présents dans la salle. Les instructions sont déjà données pour qu'aucun acte de corruption ne soit commis sur le terrain.
ce qui serait préjudiciable non seulement pour le corrompu, mais aussi le corrupteur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, est revenu sur le décret de mise en retraite d'office des forces de défense et de sécurité. Dans ses propos, on retient qu'il ne s'agit pas d'une mesure punitive. Alassane Seydou revient également sur les mesures d'accompagnement. On l'écoute. On fait des recrutements de 2000 agents par an depuis 2 ans. Et la dynamique sera maintenue pendant des années. C'est dire que l'intention n'est pas de diminuer les effectifs. Aujourd'hui, parmi les agents de la police, nous avons des agents qui n'ont pas une capacité de rendement appréciable. Nous avons des agents qui ont occupé des postes de responsabilité qui sont tels qu'il est difficile aujourd'hui de les remettre dans l'organigramme parce qu'ils risquent d'être commandés par des gens qu'ils avaient commandés par le passé. Et dans une structure aussi hiérarchisée, dans un corps aussi hiérarchisé que la police, c'est difficile. C'est difficile de les faire commander par des gens qu'ils avaient commandés par le passé. Souvent, ils sont sans poste, sans attribution. Ce sont tous ces gens-là que nous avons voulu passer à la retraite d'office. Au niveau de la police, il y a plusieurs corps. Il y a le corps des agents de police, il y a le corps des brigadiers, le corps des officiers et le corps des inspecteurs généraux. Par rapport à l'effectif global, chaque corps doit représenter une certaine proportion. Lorsque le corps qui est supérieur a une proportion qui est trop importante, les agents qui sont au niveau du corps inférieur ne peuvent pas avancer normalement. Parce qu'on doit respecter ces proportions-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la police. Nous avons beaucoup d'officiers, nous avons des officiers de différents grades, ce qui fait que ceux qui sont au niveau inférieur ont du mal à évoluer. Et si on ne les fait pas avancer, ils seront démotivés. Il y en a d'ailleurs qui démissionnent. Or, nous avons besoin d'eux pour moderniser la police. Le gouvernement ne peut pas laisser les agents aller à la retraite sans mesure d'accompagnement. Donc, des mesures ont été prises. La première mesure, c'est que lorsque vous êtes admis à la retraite d'office, la pension que vous percevez, c'est exactement la pension que vous devriez percevoir si vous aviez eu une carrière qui s'est déroulée normalement jusqu'à la fin. En dehors de cela, au cours de l'an 1 de la retraite d'office, de la mise à la retraite d'office, vous avez une allocation mensuelle compensatrice qui représente la différence entre votre pension et votre dernier salaire, sans les primes et les indemnités. Étant entendu que ce n'est pas une mesure punitive, c'est une mesure qui a été prise pour améliorer la compétence et l'efficience de la police. Un tour maintenant au domicile du professeur Paulin Rontondi, rappelé à Dieu le vendredi 2 février 2024. Ce mercredi, une délégation du gouvernement s'est rendue à son domicile. Elle est allée exprimer ses vives et douloureuses compassions à la famille éplorée. Clément Achadé et Rachid Soubérou pour les précisions. Quelques jours après le décès du professeur Rontondi, les ministres des 3 ordres de l'enseignement au Bénin sont au domicile de l'illustre disparu ce mercredi. Tous dans la consternation, les 3 membres du gouvernement sont allés exprimer leur compassion à la famille éplorée. Durant plus d'une vingtaine de minutes, les patrons du secteur de l'éducation sont restés avec la veuve, les enfants et les autres parents du feu Rontondi. Ceci afin de les consoler. Vous savez avec nous que le professeur émérite Paulin Rontondi n'est plus quelqu'un que nous devons présenter. Il a tellement semé, il a tellement marqué les esprits. On le connaît pour son combat contre tout ce qui peut être vulnérable au système éducatif. On le connaît pour sa générosité. Et la dernière fois, vous avez certainement vu sur les ondes le livre qu'il a bien voulu partager à toute la communauté universitaire scientifique. Un livre qui existait un peu partout, qui est connu dans tout le monde entier,
en anglais, en allemand, et qui n'est pas connu chez lui. Il s'est battu pour le rendre disponible, aussi bien pour tous les acteurs de ce système que pour les jeunes générations. Nous voyons une démonstration de ce qu'il est, un homme de grande générosité, très humble et qui a un grand sens d'écoute. Nous sommes venus donc traduire cela en mots de compassion et de reconnaissance à sa famille. Vous savez également que pour le Conseil national de l'éducation, il a été le premier président. Donc, et ce conseil qui est cet organe de régulation de tout le système, il a eu à faire avec toute son équipe un travail impressionnant et qui continue de nourrir donc, les différentes actions que nous menons actuellement. Nous sommes donc venus traduire cela et présenter nos condoléances à sa famille. La veuve et les membres de la famille Ontonji ont saisi l'occasion pour exprimer leur reconnaissance au gouvernement quant à la démarche entreprise. Passant cette étape, les 3 ministres de l'Éducation ont laissé leur mot dans le cahier de condoléances de la famille. La délégation du gouvernement promet repasser à la cérémonie des obsèques qui seront bientôt fixées. Pour rappel, le professeur Paulin Ontonji est décédé le vendredi 2 février 2024 dans sa 82e année. Une délégation du parti Les Démocrates, conduite par l'ancien président de la République Boni Yayi, était également au domicile du défunt. Composée des plus hauts cadres de la formation politique, la délégation est allée témoigner sa compassion à la famille éplorée. On écoute un extrait des propos de Boni Yayi à la sortie. En tant qu'homme de foi, je peux vous dire qu'il s'agit d'un enlèvement du professeur Paulin Ontonji parce qu'il était un homme de foi, un grand homme de foi, né de nouveau, ayant reconnu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour lui. Je le dis parce que notre destin s'était croisé voici maintenant bien des années. Comme vous l'avez si bien dit, il a servi la République au cabinet du président Nicéphore Dieudonné Seglo en tant que ministre. Il a eu l'occasion aussi également de travailler avec moi au moment où j'étais aux affaires et présidait le Conseil national de l'éducation. Donc je peux vous dire que c'est une grande perte pour la République et que le professeur Paulin était donc, comme je l'ai dit tantôt, un grand homme de foi. Il était aussi, à travers ce parcours, j'allais dire, un grand homme de sagesse, de savoir et de connaissance. Le professeur Paulin a servi cette République-là durant toute sa vie, depuis la conférence nationale des forces vives de la nation. Il était omniprésent partout, jusqu'à ce que cet événement puisse avoir lieu. Il a allumé une flamme aux côtés de la République, et la jeunesse béninoise doit pouvoir en tenir compte. Une flamme qu'on peut être homme de foi, grand homme de connaissance, de sagesse et grand homme d'État, un homme politique. Il a animé, il a renforcé, il a contribué au renforcement de la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi nous avons fait ce déplacement. Et je pense que de par sa foi, eh bien, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, veillera sur la République, veillera sur sa famille
et ses parents et alliés. Je vous présente alors mes condoléances et mes condoléances à la République également. Et que Dieu puisse accueillir le professeur dans sa cité céleste tout en comblant la République de sa grâce. Et voilà, c'est sur ces images que prend fin cette session d'information Tanguy Agoy. Merci beaucoup à vous, Ingrid. Vous aimez le sport? Vous aimez le football? Oui, Tanguy. Vous avez suivi la demi-finale hier? Oui. Vous avez suivi? C'était vraiment intéressant. Vraiment, hein? Oui. Vous avez supporté quelle équipe alors? Bon, en tout cas, pas la Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire? Non. Je suis triste pour vous parce que la RDC a perdu. Allez, bonne journée à vous. Demain, vous verrez par ici Wahab Ali Para pour vous accueillir pour la présentation du bulletin de l'information. Ce sera certainement le dernier numéro d'Actu Matin de la semaine. En attendant, voici donc celui d'aujourd'hui continue. Ce sera donc maintenant les informations sportives. Martial Sekhami, bonjour. Bonjour Tanguy, heureuse année. Heureuse année à vous aussi. On a bien fêté, non? Très bien. Super. Bonne arrivée à Canal 3 Bénin sur l'Actu Matin. Ali Mouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Heureuse année. Nous sommes déjà en février. On a bien fêté. Plus ou moins. Bienvenue sur l'Actu Matin. Allez, on va parler ce matin de cette CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire et qui était à l'étape des demi-finales hier. On connaît désormais l'affiche de la finale. Le Nigeria va affronter la Côte d'Ivoire qu'on n'attendait pas à ce stade-là précisément. Allez, on va commencer déjà par revoir un peu tout ce qui s'est passé hier. Oui, Tanguy, est-ce qu'on peut parler d'ironie du sort pour la première interrogation? Parce que pour les interviews que nous avons présentées à nos téléspectateurs hier, on a entendu beaucoup d'Ivoiriens dire que ce n'est pas un hasard si la Côte d'Ivoire a pu passer le premier tour malgré ce qui s'est passé lors des phases de groupe. Il y avait la foi dedans, il y avait Dieu dedans. Éventuellement, hier, malgré une mauvaise entame, les Ivoiriens se sont retrouvés et ont pris le dessus, je dirais, cette fois-ci, logiquement, sans débat autour de cette performance des Ivoiriens qui se sont imposés face à l'équipe de la République démocratique du Congo. L'apothéose, vous le voyez sur les images. À la fin, voilà, le point levé pour montrer, voilà, le chemin a été bien parcouru. On va discuter de tout ça ce matin avec notre invité, Martial Sekhami, se place en plateau, bien entendu. Alors, pour cette demi-finale, le Nigeria était face à l'Afrique du Sud. Le Nigeria aussi de Victor Osimhen, qui s'en est sorti, je dirais, lors des épreuves des tirs au but, sur un score de 4 tirs réussis contre 1. Vous le voyez également, la joie de l'attaquant de Naples. Et puis, Nawabali qui a donné une réponse simplement à Ronwen Williams lors des tirs au but avec 7 tirs et arrêtés. Je pense que c'était tout simplement exceptionnel. On peut aussi parler d'une manière ou d'une autre de la CAN des gardiens de but, ce qui m'amène ce matin à planter donc le décor avec mon invité Martial Sekhami. Bonjour. Bonjour Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de cette Coupe d'Afrique des Nations, assez de surprises, assez de sensations. On est là à l'étape des finales. La Côte d'Ivoire se retrouve en finale. On va commencer par cette formation. Est-ce que vous, après les qualifications pour le deuxième tour, c'est-à-dire les huitièmes de finale, est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une seule seconde pensé retrouver cette équipe en finale? Automatiquement, je vous dirais non. Depuis le début de la compétition, on a vu une équipe de la Côte d'Ivoire amorphe, une équipe de la Côte d'Ivoire qui n'était pas sûre d'elle-même, mais depuis que la phase à élimination directe a commencé, comme on a l'habitude de le dire, c'est une autre compétition qui démarre dès qu'on aborde l'étape de la phase éliminatoire directe. Et on a vu cette équipe de la Côte d'Ivoire également qui s'est transcendée. Mais pour moi, le véritable match de la Côte d'Ivoire depuis que la compétition a démarré, surtout lors de la phase à élimination directe, c'était hier. J'ai vu une très belle équipe de la Côte d'Ivoire qui a pris en main ce match-là face à l'équipe de la RDC et il a dominé complètement le milieu, contrairement à l'équipe de la RDC qui n'était pas du tout qui n'a pas présenté le visage qu'on a vu depuis le visage qu'on a vu depuis le démarrage de la compétition. Cette équipe des Léopards qui trouve toujours le moyen de revenir à chaque fois qu'elle a dos au mur, mais sur ce coup, je pense que Sébastien Desabre et tout ça, ont tout simplement raté cette rencontre. La faute à qui? Peut-être la faute également à cette équipe de la Côte d'Ivoire, à également Emers Faye qui a su trouver les moyens pour booster le moral de cette formation depuis le départ de Gassé. On a vu que
Faye a profité quand même des erreurs de Gassé voilà, pour propulser son équipe. Résultat des courses, la Côte d'Ivoire est en finale. Pour revenir à l'équipe, avant de revenir à l'équipe de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas, je dirais, un problème psychologique pour ces équipes, pour ces Congolais, parce que se disant le parcours que les Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont jusqu'à ce moment, ce serait un adversaire très difficile à jouer et ils ont peut-être trop respecté l'adversaire parce qu'on a vu Yohan Wissa qui était en dedans, Mécha qui n'était pas aussi trop disponible, on a vu également Maswaku, vous voyez, c'était un peu compliqué quand même pour cette formation. Pour une fois, sur ce coup, l'histoire a été têtue parce que en termes de confrontation entre les deux nations, la Côte d'Ivoire, pour cette 6e confrontation, la Côte d'Ivoire a encore battu la RDC. Ça fait la 3e victoire donc, de la Côte d'Ivoire sur les Congolais, contrairement aux Congolais qui ont battu la Côte d'Ivoire juste une seule fois et ils ont fait deux matchs nuls. Sur ce match, je pense que Sébastien Desabre a manqué de courage sur par rapport à certaines décisions. Depuis le démarrage de la compétition, on sent que Cédric Bakambu n'était pas du tout dedans, surtout déjà qu'il a raté un penalty. Mais il a un atout offensif très remarquable. Par exemple, c'est vrai qu'en termes de richesse sur le plan offensif, le jeu de haut but également, et puis voilà, avec sa carrure, il arrive quand même à créer de l'espace pour ses partenaires. Peut-être que c'est l'expérience qui a obligé Desabre de titulariser une fois encore. Et Cédric Bakambu, moi, sur ce coup, je dirais que avec le courage, il pourrait titulariser Banza ou encore Fiston Maele, qui sont des attaquants qui sont très rapides également, qui actuellement sont les meilleurs dans leur championnat et dans leur club. Mais sur ce coup, il est passé complètement à côté. Au même moment, le meneur, le leader de cette attaque, je vais parler de Yohan Wissa également, n'était pas du tout dans le jeu. Donc, c'était clair. Et on a vu ce que ça a donné sur cette rencontre, la Côte d'Ivoire qui se qualifie pour la finale. Voilà. Je reviens à cette formation des éléphants. Vous avez dit tout à l'heure que c'était hier que vous avez vu véritablement cette équipe jouer. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on n'aborde pas. La résilience de cette formation à résister, à rester, je dirais, psychologiquement dans la rencontre malgré l'avance des adversaires. On a vu sur le match du Sénégal, ils étaient menés jusqu'à la fin de la rencontre. Le match contre le Mali mené jusqu'à la rencontre. Mais cela ne les a pas empêchés de jouer jusqu'à la fin. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est sur cet aspect-là que ça a été joué, même avec Faye également sur le banc? Parce qu'on voit qu'il a ramené les joueurs expérimentés, que ce soit Gradel ou les autres anciens qui étaient mis de côté lors de la première et deuxième, lors du premier tour. Il les a tous ramenés. Peut-être est-ce que c'est pas ce côté psychologique qui a permis à la formation ivoirienne d'avancer. Exactement, je pense que sur ce coup également, Aimé Faye a joué sur le mental, et si on voit cette équipe de la Côte d'Ivoire, cette étape de la compétition, c'est grâce également au mental, parce que sur le terrain, tout ne se joue pas, tout se joue, et il y a aussi le mental qui parle, et il ne faut pas oublier non plus le 12e homme qui a joué un très grand rôle dans cette qualification de la Côte d'Ivoire. Et puis, comme Didier Drogba l'a dit, si la Côte d'Ivoire doit remporter cette CAN, ça dépendra en grande partie également des supporters, et voilà ce que ça a donné. Et la Côte d'Ivoire également, qui a su compter sur son 12e homme, qui a fait le nécessaire pour permettre à cette formation également d'être en finale. Et ça également, c'est la psychologie qui a parlé dans ce sens également. Je pense que de toutes les façons, ça aurait été important pour cette formation ivoirienne de commettre ce faux pas et d'obtenir cette seconde chance qu'elle a conduit aujourd'hui jusqu'en finale de la compétition, où elle affrontera le Nigeria un peu plus tôt, cette formation. Merci au Maroc. D'une manière ou d'une autre, merci au Maroc. Et donc, cette formation donc, du Nigeria qui va affronter donc, la Côte d'Ivoire. Le Nigeria aussi était en première face à l'Afrique du Sud, dans la seconde demi-finale. Le Nigeria s'en est sorti lors des tirs au but. Et quand vous regardez cette formation nigériane, son parcours jusqu'à cette étape-là, vous pensez que c'est un adversaire redoutable pour la Côte d'Ivoire? Très redoutable, mais personne ne serait pas surpris de voir l'équipe du Nigeria être à cette étape de la compétition, d'autant plus que c'est un habitué du carré d'as quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça doit être la 16e fois. Exactement, et pour une fois encore, cette équipe du Nigeria l'a prouvé en atteignant la finale, et contrairement à l'Afrique du Sud qui également avait le match en jeu en main depuis l'égalisation, mais on a vu que dans cette rencontre, c'était une ascension d'émotion,
Et on a vu ce que ça a donné. Le Nigeria qui est revenu dans le jeu en s'offrant l'Afrique du Sud dans les phases de tir au but. Et sur ce coup, on attendait à voir une fois encore Rowan Williams faire la différence. Mais sur ce coup, c'est plutôt son vis-à-vis Nwabali qui a fait la différence face à cette équipe de l'Afrique du Sud. Mais quand on regarde la performance des Nigérians pour les tirs au but, je pense qu'ils ont suffisamment pris le temps pour étudier Rowan Williams, parce que on a vu par exemple quand on prend le penalty dans le match des Kong, vous allez constater que en fait il a d'une manière ou d'une autre anticipé sur le départ de Rowan Williams. Il a tiré tout droit sur lui, il a tiré tout droit. Voilà, tout droit sur lui. Partait d'abord sur le côté, par aussi tout droit. Sur le côté, il a montré le côté, mais ensuite il tire au milieu pour empêcher passer ce que le gardien va effectuer une détente. Et il effectue la détente, mais il a joué ça au sol. On a vu également le penalty d'Omeruo aussi, qui était pareil, exactement de la même façon. Omeruo, on va dire qu'Omeruo était rentré juste pour ça. Oui. Vous l'avez vu avec la sérénité, la tranquillité avec laquelle il a marqué son c'était vraiment un sang-froid terrible. C'était vraiment un sang-froid terrible. Et au même moment, je pense que eux-mêmes, les Nigérians, s'attendaient à ce que face à l'Afrique du Sud, ils iront peut-être dans les tirs au but, et ils se sont préparés pour ça. Et vous allez voir que Williams s'attendait encore à sortir des actions, des pénaltys des Nigérians, mais sur ce coup, il a fait des mauvais choix. Je vais dire ça, par contre, sur ce coup, il a fait des mauvais choix. Et le Nigeria également, qui a bien étudié ce gardien et qui a, avec ses joueurs qui ont tiré au milieu et pas Nwabali, Williams qui a déjà choisi son côté, et finalement, on a vu que sur ce coup, son analyse, contrairement au quart de finale pour les tirs au but, a été un échec. Je pense que le Nigeria a eu suffisamment de temps quand même pour étudier son adversaire, Rowan Williams, et ça n'a pas payé pour le gardien sud-africain lors de ces épreuves de tir au but. Et donc le Nigeria s'impose 4 tirs réussis contre 2 pour la formation sud-africaine, qui va donc disputer la petite finale. On parle donc ainsi des affiches de la finale, des finales. Il y a la petite finale et la grande finale. On aura donc pour les rencontres de la 3e place le 10 février prochain à 21h l'Afrique du Sud qui affrontera la RD Congo. Et puis en finale, le Nigeria, c'est l'adversaire à jouer bien entendu du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Martial, pour cette formation, pour cette première confrontation du samedi, Afrique du Sud, RD Congo, qui vous voyez terminer à la 3e place? Je ne veux pas mettre ma main au feu, mais je dirais que sur cette rencontre, je pense qu'il y a encore un match qui nous attend, et n'importe qui peut faire la différence entre ces deux équipes-là. Entre ces deux équipes-là. Il y a quelque chose également qu'on n'a pas tellement souligné durant cette CAN. Si vous faites bien la remarque, quand on prend par exemple cette équipe du Nigeria, c'est vrai qu'il y a de très bons joueurs, mais tous ces joueurs ont été formés c'est des binationaux qui ont été formés dans leur pays de naissance, l'Angleterre, la France, et ainsi de même pour l'équipe de la RDC. C'est vrai que ça a donné un niveau à la compétition, mais sur le plan local, on n'a pas trop vu des joueurs locaux formés sur le continent qui ont été mis en valeur durant cette compétition. Peut-être la foot également. Non, mais avec les pays comme la Namibie, la Tanzanie, la Mauritanie, on a vu à l'exception de l'Afrique du Sud également, dont le statut de l'équipe est composé des joueurs de Mamelodi Sundowns. Oui, majoritairement, que ce soit Pirates ou encore Kaizer. C'est là où on peut accorder du crédit à ce qui se fait sur le continent en termes de formation. Mais je crois que sur ce coup-là, il faut dire qu'il y a encore du travail à faire. Donc je pense que pour le retour de l'Afrique du Sud, je dirais à cette étape de la compétition, ça prouve que la formation locale peut permettre à une équipe à une nation d'avoir une équipe, je dirais, bien solide et qui peut aller loin dans les compétitions continentales et pourquoi pas internationales. Allez, on va parler de la finale Nigeria-Côte d'Ivoire. On a vu le Nigeria qui a résisté, après aussi le Nigeria aussi qui a eu son faux pas d'entrer face à la Guinée équatoriale qui a ouvert le score. Heureusement, Victor Osimhen permet à son équipe de revenir au score je pense 2 minutes après l'ouverture du score de Soué, et cette formation nigérienne s'est réussie depuis lors. La Côte d'Ivoire, elle aussi, elle a obtenu sa seconde chance qui l'a conduit jusqu'en finale. Je dirais
une finale entre deux blessés de guerre, si je peux le dire ainsi. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez déjà cette rencontre-là? D'abord, c'est un derby ouest-africain et la Côte d'Ivoire est revenue de très loin pendant cette compétition. Comme on a l'habitude de le dire, le cabri mort n'a plus peur de couteau. Ah oui, c'était le slogan des Ivoiriens. C'était le slogan des Ivoiriens. Cette fois-ci, je pense que la Côte d'Ivoire va mettre le paquet pour que la compétition, le trophée reste chez elle. Mais de l'autre côté également, le Nigeria est à la quête de ce trophée pour la quatrième fois depuis 11 ans, puisque le dernier sac du Nigeria remonte en 2013 en Afrique du Sud face à l'équipe du Burkina Faso, et 11 ans pour une équipe habituée de la compétition comme le Nigeria. Je pense que ça fait déjà beaucoup, et cette fois-ci, le Nigeria a quand même les joueurs qu'il faut pour faire la différence face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut s'attendre à un match très intéressant, naturellement, et un match très ouvert avec avec une flopée d'attaquants qu'on a de l'autre côté de la Côte et du Nigeria, qui sont prêts à tout, et également de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas ignorer qu'il y a également Aller qui est en train de revenir très fort, même si ce n'est pas encore totalement ça. Il est à court de rythme à cause de sa blessure, et également de l'autre côté, il faut parler des jeunes joueurs comme Adingra qui évolue de l'autre côté de Brighton également, qui sur le côté propose des choses intéressantes pour cette formation de la Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est que le Nigeria est composé de jeunes joueurs qui ont pratiquement tout réalisé dans leur carrière et qui n'attendent qu'un trophée continental, un sac continental, pour ainsi couronner tous les efforts au cours de leur carrière. Et c'est pareil pour la formation de la Côte d'Ivoire aussi, avec Sébastien Haller, qui aura besoin d'un trophée, d'un nouveau titre, je dirais tout simplement continental avec son pays, pour pouvoir donc, je dirais, couronner aussi tout de son côté. Tanguy, voilà, on a fait le tour d'horizon de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, merci beaucoup, Martial Sermi, d'avoir accepté notre invitation. Tanguy, ce sera tout pour ce matin. Allez, merci beaucoup à vous, chers amis footeux, amoureux de football. Allez, on se verra certainement lundi pour parler de la petite finale et de la grande finale. Vous serez par ici lundi, ça vous dit? Ça dépendra. Oui. Concertez-vous et revenez-moi. Vous serez par ici en tout cas. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant, le temps justement d'installer Florence Bossa pour suivre, ma foi, le condensé de l'actualité tel que relayé sur les réseaux sociaux. On est calé pour la CAN. La CAN chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD Nasco LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions Nasco? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur Nasco. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur Nasco. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap. Qu'est-ce que les internautes se sont dit ces 7 derniers jours et de quoi est-ce qu'ils ont parlé? Qu'est-ce qui a fait en tout cas le buzz sur les réseaux sociaux? C'est la rubrique qui vous renseigne. Florence Bossa, bonjour. Bonjour Tanguy. C'est Actu sur le net, sur Facebook, WhatsApp. Vous avez fouillé la toile pour les téléspectateurs. Pas de répit sur le net. Les internautes suivent de près l'actualité sous-régionale, nationale ou encore les nouveautés dans le monde du showbiz. Rien ne leur échappe. Voici le point de notre balade sur la toile pour le compte de cette semaine. Proposition de loi portant report de la présidentielle du 25 février prochain au Sénégal. Un report du scrutin de 6 mois, alors que le président Macky Sall est censé quitter le pouvoir le 2 avril prochain. Les députés de l'opposition ont donc décidé de bloquer une telle proposition ce lundi au cours d'une séance plénière.
mais ils se verront évacués manu militari par les gendarmes pour que le vote ait lieu, repoussant ainsi la présidentielle au 15 décembre 2024 avec à la clé une rallonge d'un mandat du président Macky Sall. Toute chose qui a suscité colère, indignation et mécontentement ainsi que des manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre. Comme on pouvait s'y attendre, les réactions se sont multipliées très rapidement à travers le monde entier. Sur la page Facebook de la télévision France 24, les internautes sont nombreux à commenter la publication sur ce report. Curieusement, la CEDEAO est muette. Silence radar peut-on lire, et à un autre décrit, le report est une autre forme de coup d'État, nous le savons déjà en avance. Ils vont nous faire gober un cas d'urgence devant permettre à Macky Sall de se représenter. Notre pays est devenu un royaume à cause de Macky Sall et la complicité des autorités françaises. L'Afrique continue à être malheureuse pour sa façon de faire la politique. Pendant ce temps, au Bénin, les cas d'incendie se multiplient. Dans la journée du lundi 5 janvier 2024, des tuyaux de la Soneb ont brûlé dans un incendie non loin du carrefour Vedoko. Les matériels seraient ceux utilisés dans le cadre des travaux du projet de construction de l'échangeur de Vedoko. C'est un feu de végétation qui serait à l'origine de cet incendie. 24 heures avant cet incendie au bilan lourd, un autre est survenu à Alada. Dans la matinée de ce dimanche 4 février 2024, le feu a dicté sa loi au collège d'enseignement général d'Alada. Les flammes ont ravagé des matériaux, a confié le maire de cette commune. Pour l'heure, l'origine de cet incendie reste inconnue, mais pas de perte en vie humaine. Ce nouvel épisode relance une fois encore le débat de la maîtrise des incendies au Bénin, ont fait savoir les internautes. Beaucoup d'entre eux se posent des questions sur l'origine et la recrudescence des incendies. C'est le cas de cet internaute qui écrit sur Facebook « L'année des incendies au Bénin ». Un autre partage son opinion sur le sujet en ces thèmes. Le feu embrasse et pourtant le Tofa n'a rien vu venir. Ce Tofa qui a prédit le bonheur et la prospérité. Le Tofa nous a-t-il menti? S'interroge bon nombre de ces internautes. Enfin, cette actualité qui fait spéculer sur les médias sociaux, c'est la rencontre à venir au cours de cette journée entre Patrice Talon et la presse nationale. Les commentaires enregistrés prouvent que les Béninois sont pressés de savoir les raisons de cette rencontre. Ce commentaire rapidement sur le sujet pour vous. Rencontre pour endormir le peuple avec ses discours mielleux de contre-pied. Voilà donc le résumé de l'actualité sur la toile, Florence Boussa, avec la voix de qui déjà? Avec la voix de Candide. Merci beaucoup. Allez, votre rubrique c'est aussi ce qui a fait le buzz sur le net. On peut déjà jeter un coup d'œil. Tout à fait, Tanguy. Nous avons par exemple ces challenges sur le 14 février, la fête de l'amour colportée sur le réseau social TikTok. Regardons quelques-uns. Je resterai dans ma chambre, en silence, et je ferai comme si je n'existais pas. Montre-moi avec qui tu vas passer la Saint-Valentin. C'est quoi ton programme pour le 14? Ta pomme sucrée, c'est moi. Ta pamplemousse remplie de jus, c'est moi. L'air qui circule dans tes poumons, c'est moi. Tu n'es rien sans moi. Et moi, je ne peux rien sans toi. Hé! Tu es né garçon! Tu dois te comporter comme un garçon! Il a acheté un petite fleur pour les Tanguy, c'est quoi déjà toi ton programme pour le 14 février prochain? Ça va être un programme traditionnel que je me connais, à faire les travaux notamment professionnels, puis après aller faire un tour à la bibliothèque, le soir aller à mon foot. Un cas avec... Non, je crois que j'ai vu beaucoup de 14 février passer déjà. C'est bien, nous allons... Et vous aussi? C'est quoi votre rendez-vous? Ouais, moi j'ai à la messe, c'est mercredi décembre. Ah ouais? Oui. Allez, la suite. Nous allons finir avec ce nouveau son de Vano Baby, l'artiste béninois Story. La sortie officielle a eu lieu le week-end dernier et déjà le son rafle plus de 80 000 vues sur YouTube et accompagne les voyageurs et les jeunes dans leur déplacement suivant.
Mais nos vacances, nous qu'on y ouais, font les non les non yo de lucky. Retourne des sons, nous mi bon goût de les mi fudgy. Nous coach pour les loquettes si nous comprenons. Parce qu'on n'a pas toujours été chanceux. Nous clients fort forcé, nous qu'on non con. Je suis un artiste, c'est pas me menaçant, tu pourras me faire chanter. Yeah, you want no me, in Hawaii, ouais. You want no con, mais demi la joué. Bye bye, ouais. Jayo, na chité, le jayo, na chité. Beroto en bekiche, on sera jamais fatigué. Voilà, as-tu sur le net pour le compte de cette semaine, essentiellement le vôtre, Tanguy. Merci beaucoup à vous avec Vano sur un clip avec beaucoup de noir. J'ai pas compris vraiment le message. J'irai revoir peut-être le clip pour comprendre un peu cette domination de la couleur noire dans le clip. Florence Bossa, merci. Bonne journée. Merci à vous de même. Mesdames et messieurs, voici maintenant Instant 3. Ce sera avec William Cliquant. On en parle depuis que cela a été annoncé comme ça sur les réseaux sociaux, le dépôt d'une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale par un député du bloc républicain, en l'occurrence Alassane Seibou. C'est toujours l'actualité d'ailleurs. C'est probablement prévu que Patrice Talon en parle dans la journée lors de sa rencontre avec la presse nationale et internationale. Mais avant justement ce jeu de questions-réponses avec la première autorité béninoise, nous allons nous intéresser au contenu de ce document sur Instant 3. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors bonjour. Comment cela se présente déjà, cette proposition de loi déposée par Alassane Seibou? Deux articles, essentiellement deux articles. Un article premier devant supprimer les alinéas 1er et 2 et 3 de l'article 153.1 de l'actuel. Des actuelles dispositions de la Constitution du Bénin. On a l'article 153.2 qui sera désormais, l'ordre sera inversé, qui sera l'article 153.3 et donc inversement l'article 153.3 actuel va devenir l'article 153.2. Il modifie également l'alinéa 2 de l'article 42 de la Constitution, ce fameux article qui parle du nombre de mandats de sa vie qu'un président peut faire. Et pour finir, Tanguy, l'article 2 de cette nouvelle proposition de loi dit que la présente loi constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l'État. Donc, une formule classique des règles de droit. Et quels sont les changements, dois-je dire, à apporter, les réels changements à apporter à ce document qu'on a touché en 2019? Nous sommes dans cet endroit, mesdames, messieurs, ne vous attendez pas aux analyses politiques. Nous allons plutôt parler des dispositions exclusivement juridiques et de ce qu'il y a à l'intérieur. Tanguy, on parle troisième mandat dans cette constitution, c'est-à-dire on proscrit le troisième mandat, on renforce encore l'article 42 dans ce qui pourrait être une confusion par rapport au nombre de mandats présidentiels. Au Bénin, on parle de l'ordre des élections dans l'année électorale et également la répétition intervenue par rapport au minimum de suffrages à recueillir au plan national. Ça, c'est l'article 81 qui serait revenu en redite dans la Constitution. Et donc, la proposition de loi en parle aisément. Déjà, commençons par l'article 42, alinéa 2 nouveau de la Constitution, de cette proposition de loi. Toutes les fois que je vais dire Constitution, c'est proposition de loi portant révision de la Constitution. Eh bien, on met maintenant dans tous les cas. Nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats présidentiels. Je rappelle que le texte en vigueur aujourd'hui, les dispositions actuelles, parlent d'en aucun cas. En aucun cas, donc il y a un petit jeu de légistique, de sémantique à l'intérieur du texte. Vivement que les députés puissent faire le débat si l'occasion leur était donnée pour analyser la pertinence de ce changement d'expression en aucun cas, dans tous les cas. Maintenant, dans les articles 153, dans l'article 153, les nouvelles dispositions sont érigées. Comme je vous l'ai dit, il y a des modifications à apporter. Si la loi a été adoptée, l'article 153, nouveau,
se disposerait comme suit. À titre d'élection générale sont organisées dans une même année électorale l'élection du duo du président de la République et vice-président de la République, puis simultanément celle des députés et des conseillers municipaux, au lieu précédemment des dispositions actuelles qui disent que les élections législatives et communales simultanément, puis ensuite l'élection du président de la République. Donc l'élection du président de la République deviendrait alors la toute première élection et les législatives et communales simultanément suivront après. Les deux autres alinéas de cet article 153.1 seront supprimés. C'est ce que propose cette loi. Et seuls, que disent déjà ces alinéas? Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune de ces élections sont admises à l'attribution. Et l'autre alinéa dit « Ce seuil est fixé par la loi ». Ces dispositions, pour la proposition de loi qui est déposée sur la table aujourd'hui, la proposition de la loi trouve que c'est une redite, que l'article 81 a été déjà suffisamment précis, qu'au niveau de toutes les élections, qu'il y a un minimum de suffrages à recueillir au plan national et que la loi fixe notamment le code électoral. Maintenant, article 153, de nouveau, ça dirait l'élection du duo du président de la République et vice-président de la République est organisée le premier dimanche du mois de février de l'année électorale. Alors qu'actuellement, dans les dispositions actuelles de la Constitution, on parle du deuxième dimanche du mois d'avril. Donc, il y a un changement à intervenir. Un second tour du scrutin est organisé le cas échéant le quatrième dimanche du mois de février. Alors que les dispositions actuelles parlent du deuxième dimanche du mois de mai. Voilà. En aucun cas, l'élection du duo du président de la République et du vice-président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives. Et dans tous les cas, le président de la République est élu en fonction et prête serment le deuxième dimanche du mois de mars, au lieu des dispositions actuelles qui parlent du quatrième dimanche du mois de mai, comme dans l'article 153 actuel. Troisième disposition et dernière sur laquelle nous allons rester, Tanguy, c'est l'article 153.3, nouveau. Les élections couplées, si la loi était adoptée bien sûr, les élections couplées législatives et communales sont organisées le troisième dimanche du mois de mai. Troisième dimanche du mois de mai de l'année électorale, alors qu'actuellement, c'est le deuxième dimanche du mois de janvier qui est prévu dans la Constitution actuelle. Les députés élus à l'Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de juin, au lieu des dispositions actuelles qui parlent du deuxième dimanche du mois de février. Donc, un bouleversement du calendrier électoral. Au niveau des conseillers communaux, ils sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février, comme le veulent les dispositions actuelles, alors que la proposition de loi parle d'une entrée en fonction dans les conditions prévues par la loi. Donc, on donne la latitude au législateur dans le code électoral d'organiser l'installation des maires. Bon, on sait déjà que le document a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale et que très tôt, ça a marché pour atteindre le bureau de la commission des lois. Après ça va faire quoi comme parcours? Le parcours, il est prévu dans le titre 11 de la Constitution. Dans le titre 11 de la Constitution de notre pays, on parle des modalités de la révision, et notamment dans les articles 154 et surtout 155, vous découvrez qu'il y a deux grandes étapes. Quand c'est de la voie parlementaire, il y a l'étape de la recevabilité. Il y a un seuil des 3/4 des députés. Il y a un travail que la commission des lois doit faire. Justement, la commission des lois examine le test comme tout test de loi. Ensuite, ça passe à la conférence des présidents pour être validé et adopté comme sujet à inscrire en plénière. Maintenant, en plénière, on ouvre d'abord le débat sur la recevabilité, sur l'opportunité, avec le 3/4 des députés membres de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils sont 109 députés, donc il faut 82 députés. 82. Justement pour faire la recevabilité. Et par la suite, il faut 88 députés, c'est-à-dire, ça c'est l'article 156 de la Constitution, parlant de révision, c'est-à-dire le 4/5e des 109 députés membres de l'Assemblée nationale pour adopter cette loi de révision. Et là, elle deviendrait une loi et changerait les dispositions. On verrait article 153.1, nouveau, comme j'ai eu à le dire. Mais tout ça, c'est au législateur de le faire. Donc, ce sont les parlementaires qui fixent les béninois là-dessus. On va observer un peu notre Parlement pour voir son comportement par rapport à ce sujet. En tout cas, la presse en a suffisamment parlé, largement parlé d'ailleurs. Les acteurs aussi, avec quelques membres du BR passés sur
Canal 3 Bénin, notamment sur Actu Matin, vous les aviez suivis. On annonce aussi que Patrice Talon pourrait bien dire 2 mots là-dessus, en tout cas dans la journée, lors de son face-à-face avec la presse nationale et internationale. On aura nos oreilles du côté de la Marina pour voir un peu ce qui se dira de l'autre côté. Allez, William Cliquant, merci beaucoup pour Instant Droit de ce matin. Vous ne bougez pas, hein. On va passer maintenant à nos instants de discussion. Et justement, en parlant d'instants de discussion, j'avais déjà évoqué cette rencontre de Patrice Talon avec la presse. On va faire quelques supputations. On va voir un peu quels sont les sujets dont il pourrait discuter avec les hommes des médias. En attendant, voici la pause. On est calé pour la CAN. La CAN chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD NASCO LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions NASCO? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur NASCO. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur NASCO. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap. Nous aurons 3 sujets à évoquer lors de nos échanges ce matin. On va parler de cette manchette de fraternité qui positionne Lazare Sekoito, ancien ministre de Patrice Talon et membre influent de l'UPR, sur la question de la révision de la Constitution. On va parler de cette annonce de Patrice Talon pour des échanges avec la presse. Et si on avait un bout de temps, on pourrait discuter un peu de la CAN Côte d'Ivoire qui se déroule actuellement et qui est à la phase des petites et grandes finales annoncées pour le week-end prochain. Franck, bonjour. William Cliquant, bonjour à nouveau. C'est quand même à ne pas négliger un certain Lazare Sekoito qui se positionne dans le débat sur la révision de la Constitution. Et comment, Franck? C'est un débat qui le lasse, qui le fatigue. Oui, comme bon nombre de Béninois d'ailleurs, en cette période est précise, beaucoup l'ont dit avant Lazare Sekoito, ils l'ont dit et disent, écoutez, nous avons des problèmes plus sérieux. Et on a reçu un acteur de la société civile également qui est passé sur ce plateau, qui nous a dit qu'il y a plus d'urgence que, en tout cas, le jeu dans lequel les politiques nous mènent. Parce qu'en réalité, vous voyez, toutes les attentions sont polarisées, le débat est polarisé, tout est crispé autour de cette affaire de révision de la Constitution, alors que dans le même temps, nous avons des problèmes de subsistance, nous avons des problèmes dans nos écoles, nous avons des problèmes sur nos routes, nous avons des problèmes dans nos ménages. Et donc, moi, je trouve que c'est un peu réaliste le discours que tient Lazare Sekoito pour montrer tout simplement que il n'y a pas urgence à s'enfermer dans ce débat autour de la révision de la Constitution. Et en lisant un peu ses propos et puis l'anecdote qu'il a, disons, à laquelle il a fait référence, je pense que l'homme est en train de jouer un peu la carte de la prudence et d'attirer l'attention de ceux qui sont aujourd'hui acteurs dans ce débat-là, ceux qui doivent parler révision de la Constitution, de savoir que nous avons des priorités à résoudre. Avec l'expérience, Lazare Sekoito, ancien ministre, député à l'Assemblée nationale, et il fait partie des rares politiques qui
sont restés un peu dans l'arène politique de façon continue et qui ne sont pas, qui ont vécu certains événements au niveau de la vie politique de notre pays. Et donc, c'est tout, certainement, il a pris la mesure de la situation et il pense qu'il faut aller sur d'autres terrains que de s'enfermer dans cette affaire de révision. Moi, je trouve que c'est réaliste. Alors, quand on sait que le chef de l'État n'y a pas trouvé d'inconvénient, en tout cas, lors des échanges avec les groupes parlementaires, il a dit, si vous voulez réviser la Constitution, faites-le, mais ne touchez pas aux fondamentaux de la République. Quand on sait que le groupe parlementaire de son parti politique à l'Assemblée nationale a quand même fait quelques sorties médiatiques pour approuver et soutenir le projet, quand on sait que son parti n'a pas encore dit un mot officiellement là-dessus, c'est une indiscipline carrément, non? A priori, oui. Mais l'homme est libre de son opinion personnelle et il y a les cadres dans lesquels certains propos sont tenus. Je pense que Lazare Sekwito n'a pas organisé une conférence de presse sur sa position pour la révision constitutionnelle. Parce que du fond de mon cœur, moi je pense très sincèrement que tous les politiques ont une opinion publique sur la plupart des sujets politiques et que dans leur âme et dans leur fort intérieur, ils ont une opinion. Maintenant, qu'on le veuille ou non, c'est dans un espace public qu'il l'a dit, Lazare Sekwito, et qu'il a fait savoir sa position. Même si c'est sur les... Il n'a pas besoin d'appeler la presse nationale. Il n'a pas besoin d'organiser une conférence de presse pour en faire une instance officielle, qu'elle soit officieuse ou non, ces canaux digitaux, qu'ils soient officieux ou non, ces canaux digitaux, ce sont des espaces publics, ce sont des espaces de liberté, et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est l'opinion de l'homme. Maintenant, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des gens à bord du navire rupture ou des rupturiens, comme on les appelle de première heure, comme Lazare Sekwito, qui claquent la porte. Ou les nouveaux départistes. Si vous voulez, les nouveaux départistes. Oui, ils arrivent à faire la nuance entre nouveau départ et puis rupture. Et rupture, ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. D'accord. Après, j'apprendrai cette clarification auprès de vous. Mais déjà, pour moi, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas très étonnant. Et la phrase, pour moi, est pleine de sens. Aujourd'hui, il y a mieux qui préoccupe les Béninois. Et ce n'est pas faux. Aujourd'hui, quand on parle de révision constitutionnelle, les Béninois ne pensent qu'à un troisième mandat en premier ressort avant de faire toute analyse logique ou technique. Et donc, parler de troisième mandat, pour moi, ou parler d'un sujet qui renvoie d'abord les esprits à un troisième mandat, à une anxiété, ou à un clivage politique très tendu, à un bras de fer, Patrice Talon, Boni Yayi a adressé encore les cheveux sur la tête des politiques et de certains citoyens ou observateurs avertis de la situation politique du Bénin. Pour moi, c'est à reléguer au deuxième ou au troisième rang. Ce n'est pas la plus grande des priorités de ceux qui ont faim, de ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des agendas, des projets professionnels et de tous autres. Maintenant, venant d'un camp de la mouvance présidentielle, pour moi, cela ne m'étonne pas. Je pense que c'est un début. On entendra beaucoup. Ouais. On entendra plusieurs personnes dire qu'ils ne veulent pas d'une révision constitutionnelle. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. On parlait de cette position de Lazare Sekwito au sujet de la révision de la Constitution, relayée d'ailleurs par Fraternité en manchette ce matin. Il dit que le vrai pays se préoccupe d'autres problèmes. Absolument. C'est une position qui s'ajoute à la liste, n'est-ce pas, des personnalités et partis politiques, bien que même de la mouvance, qui s'opposent à cette proposition de loi. On avait déjà évoqué ici les cas de Moël Bénin et puis la Renaissance nationale. Alors, je pense aussi que Lazare Sekwito s'inscrit dans la même logique, sauf qu'il ajoute à sa position des questions un peu pertinentes, un peu comme en 2024, un peu comme l'article nous le fait savoir. Il s'interrogeait, il pose par exemple des questions, quelle est la pertinence, n'est-ce pas, du ou des problèmes et en quoi la non-résolution ici et maintenant des 10 problèmes compromettent le bon fonctionnement du système politique ou le développement du pays. Et je pense que c'est une question qu'il doit pouvoir poser à son collègue Hassan Seydou qui a proposé justement. C'est qui n'a pas son numéro. Alors, est-ce que en plus de ça, ça c'est une position personnelle, William l'a rappelé, c'est son opinion. Cela n'engage pas
sa formation politique. C'est clair. Hein? Maintenant, j'attends de voir, une fois que le débat sera au niveau de sa formation politique, est-ce qu'il pourra, bien entendu, toujours garder sa position? Est-ce que les partis politiques ont attendu d'abord que le débat soit à leur niveau avant d'interdire à leurs militants de soutenir, de susciter des candidatures? On a vu quand même, ils ont même sorti une note officielle pour interdire carrément. Pourquoi est-ce qu'ils ne se prononceraient pas sur cette sortie, par exemple? Justement, quand je prends par exemple du côté du bloc républicain, je pense qu'il y a une réunion hier du bureau national et c'est hier que, quand je lis un peu le communiqué, que tout le parti accepte maintenant la proposition de loi de la Saint-Cydo. C'est-à-dire que depuis que la proposition de loi avait été déjà déposée au niveau du parti, c'était un peu tendu. Que nous, on a aboyé tout le temps. Voilà, Eux, ils n'étaient pas informés. Il était pratiquement seul à défendre sa proposition. Désormais, la loi la loi voilà. Donc maintenant, si je m'en tiens aux conclusions de cette rencontre, c'est que le parti accepte maintenant sa proposition et peut-être il sera plus seul à la défendre. Mais est-ce qu'il n'exagère pas aussi quand il dit qu'on a d'autres problèmes qui sont plus urgents? La bonne santé de la République repose sur la bonne santé d'une constitution, surtout que nous allons faire une première expérience assez capitale, c'est les élections générales, et si nous négocions mal ce tournant franc, ça peut être préjudiciable pour nous. Absolument, on a un exemple à côté ici, avec ce qui se passe au Sénégal lorsque on entre dans un processus électoral et que ce virage est mal négocié. C'est que les problèmes dont on parle d'ailleurs vont s'empirer et on n'aura même pas la tête à réfléchir. Les gens ont peur, ils dorment sous les lits, ils s'enfuient. En tout cas, c'est un problème également qui doit préoccuper. Maintenant, lorsque vous voyez un peu sa démonstration, je ne sais pas si c'est à dessein que Lazare Sekwito l'a dit. Moi, personnellement, j'ai envoyé plusieurs fois des messages à Lazare Sekwito pour le recevoir sur une chaîne de... Qui est très message aussi, hein, voilà. Donc, moi, j'aurais quand même souhaité que ce soit qu'il développe ces idées-là. Et Lazare Sekwito, c'est lui qui est intervenu sur ce média social-là, certainement dans un groupe politique. Ça n'est pas une sortie vraiment officielle. La presse s'en est saisie. Je me demande si il va garder véritablement la même posture à l'Assemblée. Quand je le dis souvent, vous trouvez qu'on ne peut pas dissocier Lazare Sekwito, député UP Le Renouveau, de Lazare Sekwito en tant que personnalité politique. Mais je pense qu'au Parlement, le débat, il peut également faire le débat et dire ce qu'il pense et même au finish, accorder sa caution. Ce qu'il a dit là, c'est peut-être un constat à lui, un constat qu'il a fait et qu'il a voulu partager. Ça va être très décevant qu'après ces propos-là, qu'on voit un Lazare Sekwito en train de voter pour ce projet, non? Oui, ça dépend des gens débats. faire des philosophies sur l'avortement et qu'après la loi soit adoptée pendant qu'ils étaient en plénière. Ah oui, hein? Donc, vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que les députés votent toutes les dispositions législatives de cœur ou en toute conviction. Pas du tout. Et je ne suis pas de ceux qui pensent non plus que toutes les décisions qu'adoptent les politiques ou les députés à l'Assemblée nationale le sont par contrainte. Pas du tout. Je suis dans un juste milieu selon lequel parfois ils ont des contraintes, ils ont des contingences que nous ne comprenons pas ou pour lesquels nous leur faisons un sérieux procès très légitime parce que nous ne leur avons pas donné mandat pour des compromis ou des considérations de tous ordres. Mais je suis aussi de ceux qui pensent que parfois en âme et conscience ils défendent des causes qu'ils ont portées en tant qu'élus, en tant que candidats et puis ensuite en tant qu'élus d'un peuple. Maintenant, pour moi il n'y a pas un événement à ce qu'un membre de la mouvance présidentielle trouve qu'un projet qui est en train de faire une certaine adhésion, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, qu'un projet comme celui-là ne reçoive pas son assentiment, bien qu'il soit de la mouvance présidentielle. 2 ministres en poste de Macky Sall ont démissionné quand il a trouvé que la voie parlementaire, en piétinant toutes les dispositions de la République sénégalaise, était la voie la plus appropriée pour proroger son mandat d'un an. Mais 2 de ces députés ont démissionné. Croire en la politique d'un gouvernant, pour moi, ne veut pas dire être sujet à tous ses desiderata, à ses ambitions, même les plus lugubres ou les plus sombres. Donc, pour moi, à un moment donné, dans la gouvernance d'un gouvernant, quelqu'un peut dire, attention, cet extrême-là, ne l'atteignons pas. Là-bas, c'est le nec plus ultra. Donc, je pense que tout homme politique a le droit de le faire. Et surtout quand, par les temps qui courent, on pose le débat de savoir est-ce que le Bénin s'effondre si on ne révise pas la Constitution. Oui, j'avais posé la question justement à Franck.
je demandais, est-ce que là, on ne se leur pas aussi à faire croire qu'il y a plus urgent que réviser la Constitution? Nous allons vers un tournant assez difficile. Il faut déjà se préparer, suffisamment se préparer. Et si la Constitution présente quelques faiblesses qui pourraient nous mettre en difficulté, il faut les prévenir, non? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais les choses ne sont pas forcément les meilleures. Par exemple, quand je prends l'histoire, l'allusion faite par Franck au Sénégal. Au Sénégal, on était à quelques heures du lancement de la campagne électorale. Ouais. Nous sommes en 2024, les élections générales dans la Constitution sont en janvier 2026. Je pense que le contexte peut se prendre très tôt. Le contexte, on le fait là. Non, attention, tout ce qui Macky Sall n'enverrait pas les députés à l'Assemblée nationale. Par exemple, parfois évoquer une révision, c'est plutôt mettre de l'huile sur le feu. Macky Sall ne parlerait pas de prorogation de mandat avec ses députés commis à sa cause au Parlement, que tout se passerait bien. Et actuellement, les Sénégalais seraient en campagne électorale, attendraient le prochain président au sortir des urnes le 25 prochain, et que le 2 avril, on l'oublie, lui, Macky Sall. Parfois, en parler, c'est créer une polémique vaine, c'est distraire des gens. Aujourd'hui, Dakar est tout de même un peu crispé, juste parce que quelques-uns ont voulu parler d'une révision constitutionnelle d'une manière ou d'une autre, parce que ce qu'ils ont fait là, c'était... Ce n'est pas de la révision constitutionnelle, en tout cas, c'est une façon de déviager la Constitution que de prendre une loi. C'est un décalage de date. Ils ont appelé ça une loi constitutionnelle. Oui. Et une loi constitutionnelle, pour moi, c'est une révision, c'est une modification de la loi fondamentale. Franck, un mot rapidement. Oui, je pense que nous enregistrons des réactions qui font réfléchir. Il y a quelques jours, on a parlé des propos tenus par Pouidan Tokpano, le député à l'Assemblée nationale, où les gens ont estimé que ils ont même tiré la conclusion que Tokpano a dit qu'on n'a pas besoin d'une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, au sein de ce même parti, UP Le Renouveau, nous avons Lazare Sekwito, qui n'est pas des moindres au niveau de ce parti, qui tient ses propos. Ça veut dire que il y a, qu'on le veuille ou non, un problème au sein des blocs de la mouvance. C'est vrai, le BR... Pas au sein des blocs, mais au sein de l'UPR, parce que le BR n'a pas encore montré quelques difficultés ou quelques oppositions, non? Bon, c'est vrai, je vous l'ai dit. Ici, c'est à l'issue de leur rencontre, c'est plutôt le parti dans son ensemble qui a porté. Mais quand on les prend individuellement, est-ce qu'aujourd'hui, tous sont acquis? Est-ce que tous on le suppose, hein, sinon que personne n'est encore venu sur la place publique. Oui, on le suppose. Oui. De l'autre côté, certains ont eu le mérite de sortir de leur silence, de se prononcer. Donc, je pense qu'il y a un problème, un travail à faire au niveau de la mouvance pour savoir, mais le jeu qu'on a voulu jouer, est-ce que tout le monde est dans le jeu? Est-ce que les principes sont déjà bien définis, les bases sont bien posées? Sinon, à cette allure-là, d'autres ne soient pas surpris que d'autres emboîtent le pas. Justement, j'allais demander, est-ce que ça ne va pas être, je dois dire, le point de départ de quelques bouleversements, même au sein peut-être de la mouvance présidentielle, et précisément même dans le camp de la majorité parlementaire, Eric? Oui, absolument. Et les couleurs sont annoncées déjà, avec la disparité des positions que nous observons, voyez-vous. Maintenant, je pense aussi que, même dans les formations politiques, c'est des positions qu'il faut souhaiter. Je pense que ça enrichit même le débat politique de pouvoir constater que au sein des formations politiques, on ne partage peut-être pas forcément les mêmes avis, et que peut-être à la table des échanges, il faut faire foi à la vérité des débats pour que le parti puisse véritablement enfin prendre une décision. Si une majorité estime que cette proposition, elle a sans doute comment on dit, le bénéfice de pouvoir régler des problèmes, puisqu'elle voit aussi la nature des problèmes, n'est-ce pas? Bon, le parti peut s'engager. Maintenant, après, individuellement, au niveau de chaque personnalité politique, ça reste également le positionnement. Attention à ne pas rapidement crier, je sais pas, un climat d'indiscipline dans ces formations politiques. Ne mettons pas ça sur le coup, un peu comme je l'entends souvent, qu'en fin de mandat, des gens retrouvent le courage de pouvoir prendre position, ça ou là, et tout ça. Donc, je pense que nous sommes dans un jeu politique, et si, à la date d'aujourd'hui, au niveau des formations politiques, on peut afficher sa position, on peut soutenir, on peut s'y opposer, c'est bien pour notre système politique. Allez, Patrice Talon va rencontrer la presse nationale aujourd'hui et internationale aussi, apprend-on, pour
c'est assez rare. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'elle a fait ça. C'était au tout début de son mandat, mais ce n'était pas vraiment une conférence de presse pour conférence de presse, puisque en plus des journalistes, il y avait quand même quelques acteurs de la société civile qui avaient été mêlés à ce groupe. Cette fois-ci, on annonce une conférence de presse avec le chef de l'État. Ce sera dans la journée. On suppose que la question de révision de la Constitution va venir, hein, William. Oui, on le suppose. Vous parliez de son émission le 1er août 2016. Tout quand à fait. Il faisait le bilan de ses 100 jours de gouvernance et qu'il prenait la parole en introduction en disant que c'est sans protocole et qu'il y avait des acteurs des médias et certaines têtes de la société. Vous savez, révision de la Constitution, pour moi, c'est la raison pour laquelle Patrice Talon sort. C'est le débat aujourd'hui au Bénin. Revenez sur les émissions que nous avons faites toute la semaine dernière, toute cette semaine. Il n'y a pas un seul jour où nous ne parlons pas révision de la Constitution parce qu'il n'y a pas un seul jour où cette actualité n'a pas un rebondissement, cette actualité n'a pas une ramification nouvelle. Et donc, je suis de ceux qui pensent foncièrement que c'est une des raisons. On connaîtrait davantage la position de Patrice Talon parce que nous, déjà ici, moi par exemple, je le crédite de porter une caution morale à ce qu'il se fait actuellement si des partis acquis à sa cause peuvent se réunir et soutenir par exemple une loi qu'un député de la mouvance présidentielle prend portant révision d'une constitution. On ne parle pas d'une loi sur les marmites de Ménontin ou de je ne sais où. Il y a des marmites on parle d'une loi. On parle d'une loi constitutionnelle. Donc, pour moi, ce sera le principal sujet. J'attends également Patrice Talon sur la question du Sénégal. On viendra là-dessus tout à l'heure. Oui, Franck. On devine qu'il va absolument évoquer la question de la révision de la Constitution. Oui, la chance, c'est qu'on parle d'une conférence de presse, c'est-à-dire les journalistes que nous sommes, nous aurons l'occasion de lui poser quelques... Même s'il n'en parle pas, je pense que nos questions l'obligeront à en dire un mot. N'oubliez pas que Patrice Talon a dit qu'il n'est pas demandeur, il va dire que c'est une action qui ne concerne que les députés. Si William s'attend à ce qu'ils disent, écoutez, je suis d'accord qu'on initie une telle loi, j'apporte ma caution, il ne le dira jamais. On sait que c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes et qui change rarement de position. Il le dira pour rester dans sa logique. Il va également dire un mot sur le Sénégal et vous aurez l'occasion d'écouter certainement un Patrice Talon qui va dire qu'il ne souhaiterait pas voir ce qui se passe au Sénégal. Et en tant que membre de la CEDEAO, il dira un mot sur la position de la CEDEAO. Il va dire que c'est sa propre position par rapport, sa propre lecture par rapport à ce qui se passe au Sénégal n'est pas trop différente de ce qui se dit par la CEDEAO, condamner et souhaiter que le retour à l'ordre constitutionnel ou que la paix revienne, que tout se déroule bien dans ce pays. Mais je pense qu'il y a d'autres questions sur lesquelles on doit pouvoir écouter Patrice Talon. Il y a assez de par exemple, ce qu'a dit Lazare Sekoto, on dit qu'il y a d'autres problèmes plus urgents. Pourquoi ne pas s'en occuper et faire? Pourquoi, par exemple, il ne peut pas dire aux députés qui le soutiennent, écoutez, arrêtez, il y a plus urgent à régler que c'est votre affaire de révision de la Constitution. Ce sont des questions sur lesquelles on va attendre Patrice Talon. Et maintenant, 2026, les élections générales, comment il entend conduire les choses pour que nous n'entrions pas dans l'impasse, nous n'entrions pas dans un schéma un peu comme au Sénégal. Je pense que c'est des aspects compliqués. Vous savez que dans la vie d'un peuple, il y a toujours d'urgence. Il n'y a pas un temps où le peuple sur lequel on met généralement, enfin que les politiques utilisent généralement à tort ou à travers, le peuple n'a pas de préoccupation majeure. Il y a toujours de préoccupations, toujours d'urgence pour le peuple. Donc je pense que c'est un exercice un peu intéressant dans la mesure où la nature de cet exercice, justement, permet à des journalistes de pouvoir poser toutes sortes de questions au chef de l'État. À moins que pour des questions de protocole, on peut certainement empêcher les journalistes de pouvoir poser certaines questions ou peut-être essayer de voir au niveau du temps pour qu'il y ait une forme de restriction. Mais dans l'absolu, c'est déjà intéressant qu'il y ait cette forme de liberté qui puisse permettre à un chef d'État de répondre
aux questions des journalistes. Alors, je pense qu'il y a Bibi Radio qui a sorti quelques indiscrétions, le calendrier électoral, et puis la question des hommes de forces de défense et de retraités qu'on a envoyés à la retraite, certainement. Là, après, d'en parler encore. On a vu on a le ministre de l'Intérieur qui a donné quelques explications, peut-être qu'il reviendra encore là-dessus. Peut-être qu'il a encore quelques secrets de la nation. Quelques détails à apporter, mais dans l'absolu, nous savons que ce sont les rédacteurs en chef ou adjoints qu'on a invités à ces conférences de presse et qui, justement, pourront poser des questions et amener Patrice Talon à y répondre. Que dira-t-il de la situation avec Macky Sall, à votre avis, William? Si on lui posait la question? Oui, que dira-t-il? Les problèmes du Sénégal sont pour le Sénégal. Les problèmes du Bénin sont pour le Bénin. Je ne vois pas le problème nigérien était nigérien, pourtant on s'en est mêlé à part de charge. Je ne vois pas Patrice Talon, à moins qu'il fasse le contraire. Hein. Je ne vois pas Patrice Talon fuir la question du Sénégal. Je vois Patrice Talon y accorder un grand intérêt et nous dire à demi-mot ce que nous réserve la fin de son mandat, et notamment avec les réformes actuelles concernant la loi constitutionnelle. Je vois une très grande similarité entre la situation actuelle du Sénégal et une certaine situation future du Bénin, dans une certaine probabilité dont je ne connais pas la proportion, mais bref, pour moi, elle est essentielle et il y a des ressemblances pour lesquelles Patrice Talon ne pourrait se déroger à des questions sur la situation du Sénégal. Je le vois parler du Mali, de ces pays de l'AES qui ont quitté la CEDEAO. Je vois parler de la CEDEAO et comme vous l'avez dit, je pense qu'il va revenir sur la question des retraites forcées. Parce que vous n'avez pas idée de ce que cela fait dans l'opinion. Oui, c'est une frustration de plus, c'est une question... Beaucoup estiment, par exemple, qu'on n'en a pas assez parlé. Comment on peut être frustré de l'application d'une loi? C'est curieux, ça, non? Oui, mais il y a des lois qui sont crisogènes. La belle preuve, aujourd'hui, on veut réviser la Constitution parce qu'on a voté des lois qu'on a appliquées, justement, et qui nous ont amené à plus de mal que de bien, en fait, pour cette République et pour l'intérêt général. Donc, je pense... et très honnêtement que Patrice Talon va parler, va faire un tour de l'actualité et qu'il ne va pas déroger à beaucoup de questions. Je m'attends peut-être à un peu plus de 2h30 comme son premier à bâton rompu, et je m'attends à un gouvernant qui s'ouvre vraiment à son peuple parce qu'il le faut. Vous voyez, ailleurs c'est une grande culture que les gens, et ailleurs c'est même direct. C'est direct, ce n'est pas quelque chose... Le direct, on n'en est pas habitué ici, on ne l'a pas appris, ce n'est pas dans nos ADN. Mais on connaît Patrice Talon pour son goût, je dois dire, des mesures et des rigueurs. Il peut en tout cas nous l'offrir avant... Ce serait très bien du point de vue... Cueillir Patrice Talon ici pour... quelques 2-3 questions, ça me dirait. Oui, en direct. Qu'ils viennent participer au forum avec nous. Non, mais je pense qu'ailleurs, dans les républiques où les gouvernants ont une plus grande culture médiatique, ce genre d'exercice est récurrent et surtout à des moments cruciaux. Vous ne pouvez pas dénombrer en 2023 combien de fois Emmanuel Macron était face à la presse française. Vous ne pouvez pas compter. Vous ne pouvez pas compter. Chez nous, c'est presque un événement. J'ai même fait un travail là-dessus ces 2 jours. Combien de fois est-ce que Patrice Talon a accordé des entrevues à la presse depuis 2016? Et vous voyez une certaine récurrence. Ce n'est pas dans notre culture démocratique. Un plateau avec des préoccupations sans filtre, avec des questions aussi directes. Je pense que ça rend plus faire service à un chef d'État ou à une personnalité politique que des entrevues vraiment préparées, limite, où tout le monde est coincé. Tout le monde est coincé. C'est au palais que vous devez faire ça. Vous avez le temps de traverser tout le cordon de contrôle avec les gens armés, comme vous le savez. Parce que ça vous stresse justement, un monsieur armé jusqu'aux dents. Et donc vous ne voyez même pas le visage. Et peut-être derrière la baie vitrée, on est là quand vous faites comme ça. Mais pourquoi est-ce que vous ne pensez pas qu'il va parler de la CAN?
Les Guépards ne sont pas là. Bon, je pense qu'il a déjà évoqué ce sujet. Il est un passionné de football. Je pense qu'il a déjà évoqué ce sujet. Vous savez, quand après le Vaudon Days, il a accordé également un entretien à la presse internationale. Oui, mais ça, c'est vite passé. On lui a posé la question. On ne connaissait pas la fiche. On lui a posé la question. Il ne connaissait pas la fiche de la finale. Que le meilleur gagne et que pour ce qui est du Bénin, on va prendre le temps de travailler et puis de revenir plus fort. Non, mais comme si on a eu la fiche comme Nigeria, de son ami Tinubu, voilà, je pense qu'il va vous dire de son ami doyen Pépé Alassane Ouattara. Là, le choix est encore plus difficile. Allez, ça fait quand même 3 semaines. Par contre, je pense que vous l'avez relevé, ce n'est pas de son habitude de pouvoir initier de pareils exercices, une conférence de presse. On peut essayer de compter le nombre de fois où c'est arrivé. Il y a forcément un message qu'il souhaite véritablement donner à cette occasion, en plus de tout ce que les confrères peuvent poser certainement comme question. Il prendra certainement le temps d'aborder un sujet. La question que j'allais vous poser, pourquoi il intervient maintenant? Pourquoi il fait ça maintenant? Alors, peut-être qu'on dira qu'il y a un temps pour gouverner, un temps pour prendre la parole. Je pense qu'il a pris le temps. Oui, mais entre novembre et février, donc aujourd'hui, on a quand même vu beaucoup vu Patrice Talon, sinon même beaucoup plus vu Patrice Talon qu'entre 2016 et 2023. N'oubliez pas, on l'a vu à maintes reprises à Ouida, lors des Vaudon Days. Je sais même pas, j'ai pas fait vraiment attention pour compter le nombre de fois, mais je crois que tous les jours qui sont passés au compte de Vaudon Days, on l'a vu au moins 1 ou 2 fois dans la journée, dans nos éditions de journal. Ça fait plaisir de voir son président. On l'a vu, ma foi, à l'Assemblée nationale, on l'a vu avec nos confrères de la radio nationale, on l'a vu. Ce n'est pas des habitudes de Patrice Talon, lui qui se cache beaucoup. Pour ça, je nuance parce que il y a que généralement à la fin de l'année, d'abord on a le discours sur l'état de la nation, qui est un exercice traditionnel. Après ça, un chef d'État peut présenter ses vœux soit dans un discours, dans un entretien, ce qu'il a fait avec nos les vœux n'ont duré que 2 minutes. L'entrevue a duré 1 heure. Oui, après, c'est un exercice de bilan. L'entrevue a duré 1 heure. C'est un exercice de bilan. Communication politique. Oui, mais on pouvait espérer que d'une manière ou d'une autre, que Patrice Talon puisse prendre la parole, soit dans la forme d'un discours ou d'une émission ou d'un entretien. Et je pense qu'ils ont fait l'option d'un entretien. Toujours est-il qu'à la fin, il a présenté ses vœux à la nation. Donc je pense que c'était un peu des exercices auxquels on pouvait s'attendre souvent à la fin de l'année. Mais une conférence de presse, franchement, moi j'ai vu qu'on a beaucoup plus vu Patrice Talon entre novembre à aujourd'hui que entre 2016 et 2023. Vous aviez écarté. On peut faire le décompte. On peut faire le décompte. On peut commencer à faire le décompte pour voir un peu vers la fin de 2023 combien de fois il est apparu à la télévision. N'oubliez pas ces photos qui ont fuité avec cette réception à dîner de son prédécesseur, lointain prédécesseur à Nicéphore Dieudonné Soglo. N'oubliez pas aussi cette visite avec un dossier sous le bras au domicile de Adrien Rungbeji, alors que ça aurait pu se faire de façon très discrète. Je sais que Patrice Talon va voir certaines personnes dans cette République sans qu'il y ait des photos. Donc si ça a fuité, c'est sûr que ça a été fait à dessein. Et donc on a suffisamment vu Patrice Talon ces derniers temps. Oui, on l'a suffisamment vu et je ne sais pas pourquoi William n'est pas d'accord avec vous. Je pense qu'on a suffisamment vu. Il a que de 2016 à 2023, je ne le pense pas. Plus que de... on est en fin de mandat, cher monsieur. Quand vous voyez... on est en fin de mandat, cher monsieur. Vous voyez le temps, c'est en quelques... en quelques mois. Oui, il y a moins d'un mois, il a quand même été... Oui, il est sorti, il est assez sorti. On n'est pas souvent habitué, comparé à quelqu'un qui a fait 10 ans sous Bouli, qu'on voyait pratiquement tous les jours, quand Patrice Talon est arrivé. Il a effacé cela de nos mémoires. Il est resté au palais, il a travaillé, certainement il a envoyé ses ministres au front. Mais à partir au cours de son second mandat, il a commencé par sortir, et plus encore ces derniers mois, comme le dit Tanguy. Moi, je pense que ce n'est pas anodin, mais cela, je pense que ça ne dépend pas toujours des chefs d'État ou des responsables à certains niveaux. Ce sont des discussions qui se mènent entre leurs proches collaborateurs, la direction de communication. Est-ce que la sortie est opportune en fonction des idéaux que l'homme veut mettre en place? Donc, ça n'est pas toujours de la volonté de ces personnalités-là. Parfois, ils sont coincés aussi par certaines contingences, certaines réalités que nous ne maîtrisons pas toujours. L'autorité dont la parole est
souvent désiré. On a envie de l'écouter souvent parce que la plupart du temps, il ne parle pas et quand il doit parler, il fait souvent le tour. Maintenant, dans un contexte actuel, la situation politique au Bénin, le débat politique a besoin de l'intervention de Patrice Talon et sa clarification sur certaines choses. Et pour moi, vivement que ce soit un jeu franc et un jeu moins protocolaire. Ça vous dit la CAN? On est déjà presque à la finale. En tout cas, la Côte d'Ivoire qui a été sèchement battue a retrouvé finalement la finale de sa propre compétition. C'est quand même curieux, face à un Nigeria qui a été moins brillant hier devant les Bafana de l'Afrique du Sud. Vos pronostics? Alors, je pense que la Côte d'Ivoire mérite cette finale parce qu'elle nous a donné une leçon. C'est que on peut toujours croire, on peut toujours s'accrocher et puis essayer vraiment de batailler, n'est-ce pas, et puis d'atteindre ses objectifs. En plus d'être pays organisateur, je pense que le parcours, quoique difficile, aujourd'hui, les amène en finale. C'est très intéressant, on peut s'en inspirer et espérer qu'à la finale, ce moral qu'ils ont développé tout au long de ces compétitions soit au rendez-vous. Maintenant, le Nigeria reste le Nigeria. Ah bien, en tout cas, William. Je crois au mental de fer, un moral de conquérant, mais je ne crois pas au compromis et aux facilités de pays organisateurs. L'arbitrage de toutes les rencontres de la Côte d'Ivoire depuis les huitièmes de finale avec le Sénégal, en passant par les quarts de finale avec le Mali et même hier, quelques actions, par exemple le but refusé. Bref, je trouve qu'il y a eu une facilité de pays organisateurs. Et vous savez, l'Afrique du Sud, c'est le pays de Patrice Motsepe, le président de la CAF. 9 de ses joueurs, des joueurs de son club, Mamelodi Sundowns, étaient sur la pelouse. Et pourtant, beaucoup d'observateurs n'ont pas décrié l'arbitrage d'hier soir, par exemple. Et en fin de compte, l'Afrique du Sud, favori en matière de tir au but avec son excellent gardien, a perdu. Parfois, j'ai comme impression que le jeu, quand il est très franc, la victoire se jouit davantage. Moi, je ne crois pas en cette Côte d'Ivoire d'espoir. Son jeu, techniquement, ne m'a pas plu. Et si vous y voyez une victoire avec un moral, un mental, c'est vous qui le voyez. Il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'énergie. Cette équipe s'est métamorphosée, ce n'est pas la première équipe qu'on a connue. Cette métamorphose a été aidée. Providence pour Providence peut-être, parce que tout est grâce, je crois que tout est grâce dans la vie, et cette Providence a été aidée par des facilités qui pour moi ne sont pas égalées par exemple avec la sueur ou le niveau de transpiration de cette équipe nigériane qui hier n'était pas en très bonne forme. Moi mon cœur bat pour le Nigeria. Le Nigeria pour moi avec son parcours dans cette CAN mérite du point de vue du cette CAN, pour moi. Et techniquement aussi, je pense que l'équipe nigériane elle n'est pas flamboyante, elle n'est pas sénégalaise, mais elle est au-dessus. Moi, je ne serais pas d'accord avec vous. Elle est au-dessus. Au plan technique, elle n'a rien offert de façon offensive. Hier. Pas seulement hier, hein. Vous voyez le quart de finale. Vous voyez le huitième de finale. Moi, je pense, la huitième de finale. Moi, je pense, par exemple... Ça n'a rien de clinquant comme le connaît de Nigeria. Je pense que l'attaque nigériane n'est pas très efficace. J'ai vu un Nigeria défendre à 5. Vous avez jamais vu ça? Non, mais écoutez, nous étions en demi-finale. Oui. Nous étions en demi-finale. Le jeu hier n'était pas favorable aux Nigériens. Il ne s'en sortait pas, je l'avoue. Mais le Nigeria, vous avez vu les scores du Nigeria pendant toute la CAN? 1-0. Un deuxième but marqué mais annulé. La plupart du temps, toute la CAN, ils n'ont pas cherché des exploits. Ils n'ont pas cherché des exploits offensifs. Oui. Mais ils ont cherché une équipe compacte, une équipe qui défendait très bien, une défense impeccable pour moi, toute la compétition durant. Et je pense que le Nigeria est plus une équipe qu'un regroupement de stars qui pouvait se faire. Osimhen est en méforme depuis les quarts de finale, mais l'équipe vit. Moi, je pense, je ne suis pas très foot, je suis que footeux, je ne suis pas très analyste en matière de football, mais pour moi, d'un cœur de féru et de fanatique, sans objectivité aucune, mon cœur pour le Nigeria. Franck? Moi, je ne dirais pas grand-chose parce que je ne m'y connais pas. Mais j'ai pu suivre une Côte d'Ivoire qui ne cherchait que la victoire. Et c'est cela que moi, j'ai toujours admiré en Didier Drogba, par exemple. Lorsque Didier Drogba est sur le terrain,
Ce qui l'importe, ce ne sont pas forcément les actions qui visent le filet. Et je pense que c'est cette consigne-là, peut-être qu'il a, ou ces conseils, ces recommandations qu'il aurait donné à ses frères ivoiriens qui sont allés défendre les couleurs sur le terrain. Donc la Côte d'Ivoire, en réalité, le visait que on peut dire, dans le football, tout est possible. Hein, et lorsque vous avez des objectifs à atteindre, vous mettez les moyens qu'il faut. Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui bénéficie du soutien ferme de leur président Alassane Dramane Ouattara, qui veut que la Coupe reste en Côte d'Ivoire pour avoir organisé la CAN cette année. Le public ivoirien qui est très, qui est fougueux, qui accompagne beaucoup les Ivoiriens. Vous avez vu, après leur première défaite inattendue, le public n'a pas été du tout tendre avec les joueurs. Ça a participé beaucoup à ce que les joueurs se disent attention, nous avons tout un peuple qui nous suit, nous avons des gens qui attendent des résultats de nous, donc il faut se relancer. Je pense que c'est un bel exemple. Regardez un peu, par exemple, cette équipe du Cap-Vert. Je pense qu'on dit le Cap-Vert. Oui, bien sûr. Voilà. Cette équipe du Cap-Vert qui a fait des merveilles, mais qui, finalement, ne s'est pas retrouvée en finale. Oui. Voilà. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a joué un jeu très intéressant. Techniquement, les joueurs qui étaient sur le terrain également ont donné beaucoup. Regardez Franck Kessié qui donnait le tout pour essayer de voir son équipe se qualifier. Maintenant, à côté du Nigeria également, qui a fait un très bon jeu. Moi, je pense que l'affiche à l'arrivée ne pouvait être que ça. J'avais beaucoup pensé qu'un pays maghrébin devait être en finale, mais malheureusement... Ils sont tous rentrés avant les... Voilà, ils sont tous rentrés. Mais je pense qu'on aura... Le dernier qui était rentré, c'était... C'est le Maroc? Non, l'Égypte. L'Égypte, oui. L'Égypte face à la RDC, oui, au tir de but. Oui. Donc je pense que nous aurons une belle finale. Nous, on aura une très belle finale. Mais attention, le Nigeria peut surprendre parce que la Côte d'Ivoire se trouve déjà trop imbu d'une victoire un peu... Mais ils ont été très modestes. Hein? Quand on connaît la gueule des Ivoiriens... Ils ont été modestes. Ils ont été très modestes. Vous n'êtes pas présents sur les mêmes réseaux sociaux. Mais quand même... Les Ivoiriens je pense qu'on les a appelés à la retenue. Vous avez vu ça, ils ont fait du Cameroun. Oui, parce que le Cameroun a été éliminé. Avec le Cameroun, ils ont une éternelle rivalité. Voilà, une éternelle rivalité. Ça peut se comprendre. Mais depuis leur victoire avec le Sénégal, par exemple, on n'a pas vu vraiment, on les a pas vu vraiment se lâcher. Parce qu'en force, cette victoire, il y a des mots à dire, il y a des choses à dire. Ne nous amenez pas, le football est trop beau pour que nous revenions sur les anciennes choses, un peu comme la vague qui nous fait revenir en arrière. Je pense... Elle a sauvé quand même je pense d'une injustice. D'une injustice. Et parce que la victoire était nigériane, la Providence a encore donné la victoire au Nigeria. C'est toujours mieux comme ça. Quand c'est clair, comme de l'eau de roche, et qu'en fin de compte, celui qui méritait, celui à qui la Providence le donne le don. Je finis par dire l'expérience. Mais dites les choses directement. L'expérience et la Providence. Oh oui, il a quelque chose sur le cœur. Qui ne veut pas lâcher. Il a quelque chose sur le cœur. Je l'ai dit que je ne parle pas en tant qu'analyste. Parce que je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas. Je ne parle pas en tant qu'analyste. Je parle en tant que féru. Et je dis que du point de vue de l'expérience et du point de vue du palmarès, le Nigeria sont favoris. Moi, je pense... Vous savez, ça fait partie du foot. Absolument. Même dans les grandes nations de foot, les plus grands championnats, c'est des trucs... On a vu Thierry Henry contrôler une balle de la main à une coupe du monde. Contrôler la main puis marquer. On a vu ce qu'on appelle la main de Dieu. Paix à son âme, Diego Maradona marqué. L'Angleterre serait la championne du monde s'il n'y avait pas eu de faute. Même au cours de cette CAN, il y a un joueur qui s'est amusé à le faire, mais rapidement on l'a décelé. Mais pourquoi la barre ne revient pas sur Allez, ce qu'on a vu juste là, il n'y a pas de meilleure équipe à la CAN. C'est l'équipe qui remporte la CAN qui est meilleure. Nous avons vu au plan statistique, au plan technique, des équipes qui affichaient un très bon jeu, mais qui ne sont plus là aujourd'hui, qui sont déjà rentrées. Voyez-vous, malgré la qualité des joueurs, le beau jeu qu'ils ont présenté et puis tout ça, le Sénégal est à la maison, voyez-vous. Et donc, c'est comme ça se passe aussi dans le foot. Il y a des effets de surprise qui arrivent, malgré tout ce qu'on peut avoir, malgré qu'on peut créditer une équipe de telle chance ou de tel niveau de jeu et puis tout ça. Et donc, moi, je pense que le Nigeria affiche une certaine discipline, une qualité de jeu, un fond de jeu un peu plus élevé que la Côte d'Ivoire, ne fait pas déjà d'eux, n'est-ce pas, une équipe favorite pour la France. Toujours est-il que tout va se jouer dans des détails pour cette finale, n'est-ce pas? Moi j'adore la qualité du jeu, franchement, et c'est surtout ce que je recherche
quand je vais m'asseoir devant une télévision pour regarder un match de foot. Et j'aurais tout donné pour voir peut-être un match entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud en matière tactique, par exemple. Pour voir ce que ça peut donner, ça va être vraiment époustouflant. Le Cap-Vert. Ou bien, oui, un match Cap-Vert-Sénégal, par exemple, pour une affiche de demi-finale. Ça aurait été vraiment intéressant que le terme Côte d'Ivoire-RDC auquel on a eu droit hier, avec une RDC qui a été vraiment, vraiment méconnaissable hier. Les Ivoiriens ont même raté beaucoup d'occasions. Sinon, ils auraient pu j'ai été vraiment, assez de vraiment déçu. Mais bon... En tout cas, cette CAN aura été merveilleuse, avec les grosses surprises. La CAN de toutes les émotions. Exactement. Allez les gars, merci beaucoup. On va se donner finalement, vous n'avez pas dit votre pronostic. Moi? Oui. Ouais. Oh, je pense que... Oui, je pense que pour l'expérience, le Nigeria est à 3 étoiles déjà. Elle veut une 4e, la Côte d'Ivoire qui est à 2. Donc par expérience, le Nigeria est quand même sorti favori. Surtout quand on sait que c'est une défense qui est quand même solide derrière. Et qu'on se rappelle que la Côte d'Ivoire a quand même eu quelques 4 raclés, 4 gifles avant de venir à, ce niveau-là. Vous pronostiquez en faveur de la Côte d'Ivoire. Mais quand on se rappelle aussi qu'il y a une attaque nigériane qui n'est pas vraiment très inspirée. Moi, je vais vous donner mon pronostic. J'ai dit que le Nigeria n'est pas favori. Vous n'avez pas entendu, Franck. Moi, hier seulement, j'ai découvert un coin d'Attiéké. J'ai un plat d'Attiéké et j'en suis tombé amoureux. Ça veut dire que je... C'est un abonnement. Oui. Voilà le genre que la Côte d'Ivoire... Franck est tellement modeste qu'il ne voulait pas officiellement nous dire venez à la fin de l'émission, on ira prendre Attiéké. Attiéké, c'est pas trop bien parce que vous allez... Qui vous l'a dit? Au cours de la journée, je sais que vous allez accrocher votre sac, votre long sac. Moi, j'ai été habitué à prendre la pâte recyclée très tôt le matin. Ça ne m'a jamais fatigué, Franck. Donnez-moi tout ce que vous voulez, je vais l'avaler et continuer ma journée. Allez, prenez soin de vous. Et à lundi. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Vous allez suivre la revue de presse d'Idriss Boukari. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle aventure hebdomadaire. Prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Patrice Talon sera face à la presse ce jour, nous apprend le quotidien Les 4 vérités, qui précise que, sauf changement de dernière minute, le chef de l'État abordera l'actualité nationale et régionale. Dans les détails, Fraternité indique que le chef de l'État veut donner sa part de vérité sur l'actualité sociopolitique et économique, tant au plan national qu'international, depuis le palais de la Marina. Cela sort de l'inédit tant l'actuel homme fort du Bénin, depuis son avènement au pouvoir, ajoute le journal, a souvent préféré s'adresser à son peuple à travers les médias internationaux ou juste au cours des entretiens avec la télévision nationale. Mais cette fois-ci, le contexte est tel que le chef de l'État brûle d'envie de se faire entendre et surtout être compris par ses concitoyens. Alors les attentes du peuple trouveront certainement réponse car Patrice Talon n'aura pas d'autre choix que de servir ses vérités sur nombre de sujets, notamment ceux relatifs à la révision de la Constitution, à la situation au Sénégal, à la mise à la retraite anticipée de certains fonctionnaires et bien d'autres. Ainsi, à l'exercice déclaré la lanterne à l'opinion publique nationale, Patrice Talon sera scruté sur chacun de ses mots et sa gestuelle. Mais davantage, il lui faut donner les garanties de son départ en 2026. Sur un autre plan, l'actuel locataire de la Marina va exposer à nouveau sa vision sur le système partisan. Cette rencontre avec la presse, selon l'emblème du jour, sera également l'occasion pour le président Patrice Talon de mettre en avant les réalisations de son administration et de présenter les projets futurs pour le développement du Bénin. À en croire Le Canard, la tenue de cette conférence de presse démontre la volonté du chef de l'État à maintenir un dialogue ouvert avec les médias et de garantir la liberté de presse au Bénin. Cela permettra également de renforcer la confiance entre le gouvernement et les citoyens en favorisant une meilleure compréhension des politiques et actions entreprises par l'administration. Les attentes sont donc grandes pour cette rencontre avec la presse, fait constater l'emblème du jour,
qui sera un moment clé pour le président Patrice Talon et pour le Bénin. Le défaut de la plaque d'immatriculation et de casque sera bientôt réprimé au Bénin. Le matinal annonce que le contrôle policier démarre le mois prochain sur l'ensemble du territoire national. Mais avant, rappelle le quotidien, le directeur général de la police républicaine, lors d'une séance de sensibilisation organisée avec les acteurs impliqués dans la gestion des questions de sécurité routière le mardi 6 février 2024, a apporté des précisions sur cette opération. Au cours de la séance, Soumaïla Yaya a précisé que le port de casque est obligatoire pour les motocyclistes et leurs passagers. De plus, il a rappelé que la communication au guidon ou au volant, le non-respect des couloirs de circulation, les surcharges sont autant de comportements à risque sur les axes routiers qui seront combattus dans les jours à venir. Sur un autre sujet, la nation annonce la nouvelle réglementation dans le secteur de restauration et assimilé au Bénin. Un nouveau cadrage a été adopté au profit du secteur. Il s'agit d'un décret pris en Conseil des ministres ce mercredi. Il vient, selon le quotidien du service public, en remplacement de celui de 1987 qui, bien que faisant la distinction entre les établissements homologués et ceux qui ne le sont pas, manque de précision s'agissant des conditions d'accès et d'exploitation. Le Conseil souligne que le développement touristique est l'une des principales priorités du gouvernement, d'où la nécessité de procéder à un renforcement des capacités managériales du secteur à travers l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire en ce qui concerne notamment le système d'octroi des licences et le classement des entreprises touristiques. Ainsi, le TES organise les conditions de construction, d'extension, de transformation et d'aménagement, de même que celles d'ouverture, d'exploitation et de classement des établissements de restauration et assimilés. Sont également précisées les modalités de contrôle et les sanctions en cas de manquement aux obligations. Merci de votre aimable attention.